Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif signé 7ème dimension. La rengaine est toujours la même au démarrage et ça faisait 4 mois que vous n'aviez pas entendu ma voix ou vous n'aviez pas eu de nouvelles en fait en ce qui concerne 7ème dimension. Donc les raisons, je le rappelle, sont toujours les mêmes bien évidemment. Eh ben oui, le monde du professionnel, le monde où on gagne de l'argent, est important de faire augmenter le produit intérieur brut et toutes ces conneries. Et effectivement, je suis à la bourre, donc je ne sais même pas si à la bourre est une expression valable, étant donné que j'avais décidé de traiter la saga Predator à une période de l'année où il fait chaud. C'était en été, j'avais livré le premier épisode de la saga, c'était le 25 août, et on est temporalité de l'enregistrement le 27 décembre et j'ai toujours pas terminé, donc ça c'est plutôt bien. Donc j'avais annoncé plein de choses, que la vérif serait consacrée aussi à Michael Mann, ce qui était le cas en fait, et ce qui est toujours le cas, mais pour reprendre un petit peu les affaires, j'ai voulu me faire une petite sucrerie, on va dire un petit plaisir coupable en traitant de cette édition et non pas réédition, parce que ce n'était pas disponible en DVD, ça l'était en VHS, voilà, au grand temps de la VHS. Donc pour cette édition Blu-ray signée BQHL, et en ce qui concerne en fait le premier film adapté de la série mythique Les Contes de la Crypte et qui s'intitule Le Cavalier du Diable ou Demon Knight en version originale. Donc voilà, les présentations sont faites. Alors vous ne le savez pas, hein, parce que ça c'est la magie de l'enregistrement et du montage. Je me foire toujours sur les intros. Et celles que vous entendez à chaque fois, je la refais 10 fois. Donc si vous entendez la suite, ça veut dire que je suis lancé et que je suis fin prêt. Donc, alors, on va remettre un petit peu dans le contexte la série d'origine, les Contes de la Crypte, et aussi en fait le matériau de base, le matériau d'origine. Et oui, vous l'aurez compris, c'est pas qu'une seule chronique en fait du film tiré des Contes de la Crypte. Je vais couvrir un petit peu aussi ce qu'est la série télé et ce qu'elle représente en fait pour les gens de ma génération. Donc ça fait pas boomer de dire ça, mais effectivement c'était les années 90, donc je vais reprendre un petit peu les bases et tout doucement amener en fait cette chronique de Demon Knight, qui est un film particulier dans ma cinéphilie, et je vous expliquerai pourquoi. Et je me suis même posé la question de faire un crossover avec Metal Advisory, parce que dans Metal Advisory, qui est le
podcast, certains sont en train de se dire, il est toujours en train de vendre, c'est le marchand de tapis, il vend ses autres podcasts. Donc voilà, le principe de Metal Advisory, c'est de parler des musiques extrêmes, et je voulais attaquer en fait une série d'épisodes dédiés au soundtrack metal, voilà, qu'il y avait dans le cinéma d'horreur. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je fais pas la chronique en fait, voilà, cinématographique dans 7ème dimension, et je vous invite en fait à aller écouter la suite de cette chronique qui est plutôt du côté de la soundtrack mais dans Metal Advisory. Et au final je me suis dit, ça fait quand même 4 mois que les auditeurs et les auditrices n'ont pas eu de nouvelles livraisons en provenance de 7ème dimension, donc je vous soumets l'idée. Donc, et si vous n'avez pas la flemme à la suite de l'écoute de ce podcast, envoyez-moi un petit commentaire ou un petit message en MP pour voir si l'idée pourrait être sympa. Voilà, si vous, ça vous intéresserait de commencer un épisode, on va dire, dans une crèmerie, voilà, qui est 7ème dimension, et de finir la même thématique dans une autre crèmerie, qui est par exemple Metal Advisory. Et j'avais même eu l'idée, aussi, vous avez vu, j'en ai plein d'idées, et vous pouvez vous dire, mais en fait, essaie plutôt de faire des épisodes et après d'avoir des idées. Comme ça, tout le monde est content. Et donc toujours dans cette même idée de crossover, j'avais un film par exemple comme Fight Club qui pourrait faire les 3 podcasts que j'anime. Donc c'est-à-dire par exemple traiter de l'aspect cinématographique dans 7ème dimension, on va essayer de le prononcer correctement, et l'aspect musical dans Metal Advisory, et l'aspect plus dev perso masculin, ce que peut représenter Fight Club en fait, dans le Chronique d'un Quadra. Donc voilà, c'est une idée que je jette comme ça. Si personne ne rebondit, et ben je la ferai peut-être. C'est ça qui est intéressant aussi quand on est en mode do it yourself, parce que comme je l'explique souvent, et ça c'est valable dans dans mes 3 podcasts, voilà, ce n'est pas rémunéré, donc du coup je suis libre de faire ce que je veux, et ça c'est bien. Moi j'aime cette liberté là, qui bien entendu a pour limite la bienséance et les règles de notre société et la liberté d'expression, enfin tout ça. Donc voilà, petit préambule, petite intro bouclée. On va embrayer sur le vivier, le matériau de base qui est les Contes de la Crypte, Tales from the Crypt, la série. Mais d'où vient la série à la base? Alors, ce qu'il faut comprendre avant d'être une série, moi j'aime bien, alors j'ai beaucoup de tocs de langage avec ce qu'il faut comprendre, voilà. Donc ça c'est quelque chose que je dis de manière récurrente, et voilà, on me le fait remarquer aussi, et beaucoup d'autres choses que vous pourrez me faire remarquer en commentaire. Allez, c'est l'entre-deux fête, soyez généreux, soyez généreuse, envoyez-moi vos plus beaux commentaires, voilà. Donc, les Contes de la Crypte, avant d'être une série plébiscitée dans les années 90, c'était un comic book, voilà, un comic book publié par EC Comics, et EC Comics, en fait, qu'est-ce que ça veut dire EC? Moi j'aime bien savoir j'aime bien l'étymologie, j'aime bien développer un peu les petites abréviations. Donc EC en fait c'est pour Educational Comics, et c'était une boîte comme DC, Detective Comics, qui elle était spécialisée, comme vous l'avez dit, il y a éducation, donc dans de la bande dessinée à destination des petites têtes blondes américaines, en mode éducatif. Et ça en fait ça a pas forcément marché, donc il y avait un créneau, mais ça marchait pas forcément. Et du coup, William Gaines, qui a repris en fait cette boîte-là, parce que c'était la boîte de son père, voilà, je vous fais un petit peu d'historique, a essayé de reprendre un peu le créneau sans conviction, et a décidé en fait de s'investir plutôt dans le genre horrifique. Et ça c'est dans les années 50, et il développe en fait 3 séries majeures qui sont les Vault of Horror, The Haunt of Fear et les fameux Tales from the Crypt. Et c'est Tales from the Crypt, en fait, ces trois séries de comics, ça, dans les années 50, ça a traumatisé, enfin ça a marqué durablement dans le bon sens, toute une génération d'Américains, d'Américaines,
qui, ça leur a enflammé l'imaginaire, qui plus tard sont devenus, et c'est ça qui est intéressant, des cinéastes. Donc, quand par exemple vous recevez, vous, en tant que cinéphile dans votre vidéoclub ou sur votre télé dans les années 80-90, quand vous recevez en fait des œuvres comme Creepshow par exemple de George Romero, et, ou par exemple Tales from the Dark Side aussi, et alors j'ai plus le titre en VF, et les œuvres de Stephen King, sachez que ça vient pas de nulle part, c'est une influence, voilà, qu'on vient de la remonter, qui est liée en fait à ces comic books. Alors quelle était la particularité de ces comic books? Alors du coup c'était pas des longues séries, donc il y avait déjà les prémices de ce que deviendra les films et la série, c'est-à-dire plutôt des sketchs avec une sorte de morale derrière. Donc, et forcément, dans un pays comme les États-Unis qui est très puritain, je vous laisse imaginer que cette morale est souvent liée à quoi? Ça va être au sujet de base, qui vont être la tromperie, l'adultère, et on va dire les péchés que commettent l'humanité de manière générale, donc voilà, l'avarice, etc. Donc on va pas convoquer notre ami John Doe de Seven, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc il y a toute une construction en fait qui amène à cette morale lugubre et macabre, et qui plaît aussi aux jeunes adolescents, parce qu'on leur rappelle pourquoi l'horreur et le fantastique ça marche. Vous avez vu, je suis très philosophe en cette fin d'année. Pourquoi l'horreur et le fantastique ça marche du coup sur les ados, c'est qu'il y a une sorte ça joue en fait avec des codes, avec les limites, et avec aussi une certaine forme de morale. Voilà, donc qu'est-ce qui pourrait se passer si en fait, ça joue avec les codes de la transgression. Donc effectivement ça marche plutôt bien. Et autre caractéristique en fait de la bande dessinée, c'est que alors n'étant pas un lecteur, j'ai pas été vérifié, donc certains, je sais qu'il y en a qui aiment bien me mettre des commentaires toutes les minutes quand je livre un épisode, donc j'ai pas vérifié, mais il me semble que la série ayant le personnage du Crypt Keeper qui amène en fait, qui ouvre et qui conclut, je pense que dans la bande dessinée d'origine, ça doit être le même délire. Si c'est pas dans les tomes, ça doit être sur la série de comics en elle-même. Donc voilà, il y a un petit gimmick avec cette espèce de gardien de la crypte qui va ouvrir et fermer en fait ce conte macabre illustré. Donc voilà, donc ça c'est on va dire l'une des Madeleines de Proust de nos cinéastes des années 80-90. Voilà. Donc quand il y a passage à l'acte chez un futur auteur, il y a tout un wagon d'influence au départ. Donc par exemple, pour un Joe Dante, c'était toute la vague des horror monsters de la Universal. Pour d'autres, ça a été toute la vague des années 70 de la Hammer Films. Donc ça peut être des bandes dessinées, ça peut être des bouquins. Donc là, effectivement, on est sur du lourd au niveau du matériau, voilà, on va dire des racines de ce qui a pu influencer les réalisateurs ricains qu'on plébiscite ici même à 7ème dimension et qui ont œuvré dans les années 80-90. Voilà. Donc on est sur la matrice, si vous préférez, au niveau de ces bandes dessinées. Donc, cette série de comics, effectivement, comme je vous l'ai dit, a influencé toute une génération de réalisateurs et de cinéastes. Et oui, c'est la même chose, je sais, c'est un synonyme, on a le droit de le mettre dans la même phrase. Et très rapidement, certains évoquent l'idée d'adapter ce matériau-là. Et la télé, ce qu'il faut bien comprendre, donc à l'heure des plateformes de VOD telles que Netflix, Prime Video, Disney+, où aujourd'hui finalement on bouffe plus du serial que de l'œuvre cinématographique complète, d'un film qui a un début, une fin, qui n'appelle pas une suite, qui n'est pas une franchise, c'était pas forcément le cas dans les années 80-90, notamment au début des années 90. C'était pas le cas. Donc la série, la télévision, c'était vraiment la dernière ligne de diffusion d'une œuvre cinématographique. C'est un marché, je l'ai déjà expliqué dans un épisode long
du coup de 7ème dimension, qui était acheter des films c'est bien, donc on avait aussi parlé des différentes vies on va dire du support filmique, hein, et la télévision était un de ces maillons, voilà. Et effectivement, pour combler, on va dire, à un moment donné, on peut pas, en termes de droit, avoir passé des films toute la journée, c'était pas encore l'heure des chaînes à péage, pas encore, voilà, donc ça arrivera notamment avec la chaîne HBO dont je vais parler, la chaîne américaine. Donc effectivement, on développait des séries, mais les séries n'avaient pas le même budget que le cinéma, donc c'était quand même un cran en dessous, voilà, c'était un cran en dessous. Ça changera dans les années 80, avec qui? Avec un autre cinéaste qu'on plébiscite ici, qui est Michael Mann. Voilà. Et lui, il produira l'une des séries les plus chères, avec toute une logique et une infrastructure de cinéma. Cette série, c'était Miami Vice, 2 flics à Miami, de par chez nous. Voilà. Donc donc c'est bien aussi de montrer l'influence qu'ont ces œuvres-là pour la suite, parce que s'il n'y a pas de Miami Vice, quelque part, il n'y a pas de Conte de la Crypte. Et s'il n'y a pas de Miami Vice et de Conte de la Crypte, il n'y a peut-être pas d'X-Files, et ni de Buffy contre les vampires, et ainsi de suite. Et tout ça étant la matrice qui donnera en fait des idées aux plateformes de VOD aujourd'hui pour produire du contenu. Donc on s'inspire toujours de ce qui a fonctionné. Voilà, donc c'est toujours bien de remettre un petit peu les wagons dans le bon ordre et de comprendre où on en est. Voilà. Donc, et je trouve que d'ailleurs c'est une bonne idée aussi de traiter d'une adaptation d'une série télé, donc en 2022, à l'heure où série télé est un terme qui a disparu, et à l'heure de l'hégémonie des plateformes de VOD. On n'arrive plus à faire le distinguo au final, quand vous allez en salle et que vous allez voir par exemple le dernier Avatar de James Cameron et qu'il vous dit qu'il s'inscrit dans une continuité de 6 à 7 films, cet homme est fou, hein. Donc ça je n'arrêterai pas de le dire, voilà, moi, il se passe pas une semaine sans que le gars il t'annonce qu'il y a un nouvel Avatar, tu vois, mais il vient à peine sortir le 2, de toute façon il avait même pas sorti le 2, qu'il t'en a annoncé 5, maintenant qu'il a sorti le 2 et annonce 7, dans 6 mois il te dit qu'il y en a 10. Voilà, donc vous aurez compris bien entendu que j'ai vu ce dernier opus signé Cameron, et je ne m'épancherai pas là-dessus, j'y reviendrai peut-être dans la vérif, mais sachez dès à présent que pour moi c'est une œuvre inutile, et ça me désespère de dire ça sur James Cameron. Donc voilà tout ce que j'en pense. Si vous me posiez la question là, vous étiez en face de moi, ben voilà, vous avez la réponse, mais ça sera traité dans une vérif costaud qui sera prévue quand le bazar sortira en Blu-ray. Donc cette série va être adapté au début fin des années 80, début des années 90, et par ses plus fervents supporters. Donc, et qui sont Robert Zemeckis, Gilbert Adler, Joel Silver. On a aussi Walter Hill, et je regarde mes notes et je ne sais même plus ah oui, c'est Richard Donner, j'ai marqué Donner, j'arrivais même pas à relire ce que j'avais mis. Et pour la chaîne à péage américaine, HBO, qui est l'équivalent d'un Canal+, de par chez nous. Sachez que pour remettre en perspective, ça c'est produit en 89 pour HBO, Canal+ arrive en 87 en France, donc on raccroche un peu les wagons. Oui, c'est une expression que je viens déjà de recycler, alors que ça fait même pas 15 minutes que je suis en train de développer cet épisode. Donc voilà, donc c'est produit par ces gens-là, avec un budget assez conséquent, donc c'est pas un budget cinéma, on n'en est pas loin en budget à la minute, quelque part. Ce sont des épisodes donc, qui sont calibrés comme ce qu'on pouvait voir dans les années 80-90, c'est-à-dire des épisodes de 45 minutes, générique compris. Leur structure étant la suivante, c'est-à-dire que le Crypt Keeper en animatronique va présenter la thématique avec de l'humour, entre guillemets, macabre. Bon, ça on en reviendra, on en reparlera tout à l'heure de son humour. L'épisode se déroule, et ensuite ça se conclut, donc avec une forme de morale, toujours par le Crypt Keeper. Tout ça emballé en 45 minutes, et en faisant appel à des réalisateurs qui ont le vent en poupe à l'époque, donc on y trouvera toute la crème
des réalisateurs du B horrifique de l'époque, hein. Donc voilà, donc je vais pas citer tout le monde parce qu'il y en a un paquet, donc c'est pas que j'ai pas cherché, c'est pas que je ne sais pas, j'ai pas cité tout le monde, mais je vous invite à aller faire un tour en fait sur IMDb pour vous verrez, la liste elle est affolante. Et pareil en termes d'acting, donc c'est-à-dire on va faire appel aussi à des acteurs, alors pas forcément des acteurs de premier plan, certains s'y prêteront, mais c'est assez rare, c'est plutôt, on va dire, du casting très B avec de la trogne que vous avez vu à la Michael Ironside un petit peu partout à l'époque. Donc entre le budget alloué, les gens à la technique, les gens devant la caméra, on peut dire que c'est de la haute volée. Donc forcément, si vous le regardez aujourd'hui, certains épisodes, alors ça se trouve bien entendu en DVD, ça se trouve en Blu-ray, mais pas forcément en français, mais ça a été édité aux États-Unis en Blu-ray, donc vous pouvez le trouver en import, et ça se trouve aussi sur YouTube. Il y en a quelques-uns qui ont ripé des épisodes et qui les mettent à disposition. Donc c'est un format 4 tiers qui aujourd'hui a son charme et fait désuet. Effectivement, la série a pris un coup dans la tronche parce qu'elle est très estampillée début des années 90. Donc ça a quand même son charme à la revoyure. Maintenant, effectivement, quand on le compare, et oui, forcément, quand on est dans l'effet prosthétique, etc., quand on le compare à ce qui peut se faire aujourd'hui, bon, ça fait vraiment truc de boomer, mais ça garde un certain charme. Voilà, donc c'est 7 saisons qui sont échelonnées de 1989 à 1996. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu, et puis le nombre d'épisodes varie. Au début, il n'y en avait que 5 ou 6, après ça a augmenté en quantité. Donc, comment le gazier derrière le micro, donc c'est-à-dire moi-même, a pu tomber en fait à cette époque sur cette série-là, et ben sachez que c'était une époque assez bénie en télévision française, c'est-à-dire que l'horreur avait droit à son programme, notamment sur la 6ème chaîne, putain j'arrive à le dire, qui était M6, avec les Jeudis de l'Angoisse. Les Jeudis de l'Angoisse, c'est tout un pan de mon enfance, c'est-à-dire qu'à 22h30, on avait ce côté double programme, qui au début était, il y avait une présentatrice à l'époque, et après, bon, finalement c'était une voix off, et puis après il n'y a plus du tout de présentation, hein, c'était juste le film qui était programmé, donc au début, on avait des films d'horreur, c'est comme ça qu'avec Peterson, on a pu découvrir des pépites comme le The Thing de John Carpenter, le Halloween toujours de John Carpenter, donc tous les Stuart Gordon, du Reanimator, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on a pu découvrir ces films-là, et après, M6 a commencé un peu à doper le programme, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir aussi, après, des épisodes de cette nouvelle série qui étaient les Contes de la Crypte, et après, les Contes de la Crypte ont carrément remplacé en fait les films eux-mêmes à coup de 3 épisodes à la diffusion. Alors peut-être que, alors là, j'ai pas été sourcé, je fais appel à ma mémoire, peut-être que je l'ai rêvé, le côté film avec un épisode, mais il me semble que ça suivait derrière en fait, hein. Donc vous pourrez confirmer ça pour, on va dire, les auditeurs qui sont de la même génération que moi, pourrez confirmer ça dans les commentaires. Donc effectivement, c'est tout un pan de mon enfance, et aussi le côté fou de cette époque-là, qui était à un moment donné, tes parents vont se coucher, et toi t'essayes de descendre en douce pour rallumer en fait la télévision et regarder ça en baissant le son, quoi. Donc il y avait ce côté-là. Ensuite, quand t'avais le magnétoscope, bon, si tes parents, si ton daron ou ta daronne t'avait trouvé dans les escaliers ou ainsi de suite, tu prévoyais le coup pour la fois suivante, c'est-à-dire tu programmais un enregistrement, et effectivement, avec Peterson, c'est ce qu'on faisait. Et Peterson, lui, il me l'avait raconté, j'imaginais la scène, c'est-à-dire que il essayait d'effectuer une coupure pub en live. Et oui, parce que à cette époque-là, on pouvait se payer une pub en milieu de métrage, ou dans les épisodes ou entre les épisodes. Donc lui se levait, il bravait le danger pour arrêter l'enregistrement et relancer l'enregistrement du coup à la pub pour avoir une copie parfaite, comme si on avait pu l'acheter en VHS dans le commerce. Donc c'est aussi l'époque, voilà, donc ça on l'avait rappelé, donc je vous invite je vais faire comme certains youtubeurs, à réécouter acheter des films, c'est bien, parce qu'on parle de toute cette époque-là, et effectivement, très rapidement, on s'est mis à doubler les copies, donc c'est-à-dire à mettre en réseau, quasiment, c'est ça, hein.
plusieurs magnétoscopes pour faire la copie de la copie et supprimer et sucrer en fait les coupures pub, et c'était l'époque aussi où on achetait chez le libraire, en fait, chez le marchand de tabac, on achetait le magazine Télécassette qui nous fournissait des jaquettes, et on pouvait les glisser dans le boîtier, on avait notre copie parfaite comme si on l'avait acheté dans le commerce. Voilà. Donc ça, c'est toute cette époque-là que convoquent les Contes de la Crypte. Ensuite, ça terminera sa carrière en rediffusion sur M6 dans la trilogie du samedi. Donc là, on tape une génération après, qui ont découvert dans la trilogie du samedi plein de choses, hein, les Buffy contre les vampires, les X-Files, et du coup ces Contes de la Crypte qu'on mettait en mode random. D'ailleurs c'est ça aussi le truc, c'est que M6 diffusait les Contes de la Crypte en mode random. C'est pour ça que tu avais l'impression qu'il y avait 1 millier d'épisodes, alors qu'il n'y en a pas tant que ça en fait, hein. Si vous regardez bien, c'est une centaine d'épisodes à tout casser. C'est un peu le même phénomène en fait que ces stand-alone comme Code Quantum ou autre à l'époque, où en les diffusant dans le désordre, t'as l'impression en fait qu'il y en a plein. Voilà, je sais qu'on avait pu voir ça aussi sur toutes les séries dérivées des experts, et dans les experts on se repère à la coupe de cheveux des acteurs. Donc là, comme dans les Contes de la Crypte, c'est du pur standalone à part, où il n'y a pas d'acteur récurrent si ce n'est le Crypt Keeper, du coup tu peux te repérer à rien en fait, hein. Voilà. Donc, les Contes de la Crypte, eh ben, ça a du charme. Moi, j'ai pas mal d'épisodes qui me restent en tête, hein. Notamment cet épisode-là, vraiment, c'est celui-là que quand je pense Contes de la Crypte, je pense à celui-là, à un autre, qui est le sacre de la tronçonneuse ou à la tronçonneuse, où t'as un triangle amoureux, en fait, qui se conclut de la pire des manières. Donc, voilà, il y a celui-ci, et il y a aussi la peinture au sang, donc, qui a une chute glauquissime. Donc, voilà, il y a quand même un paquet d'épisodes qui sont pour moi cultes. Par contre, c'est vrai que quand je re-regarde, alors je la re-regarde plus, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un épisode des Contes de la Crypte, mais je me suis amusé à relancer un des épisodes une fois que j'avais vérifié, parce que c'est aussi ça la vérif, le master du Cavalier du Diable. Je me suis amusé à aller scroller un petit peu sur le net et à des épisodes. Effectivement, il y a des scories qui remontent, mais qui étaient déjà présents à l'époque. Donc le Crypt Keeper, au final, donc le gardien de la crypte, ce qu'il dit, c'est pas drôle, en fait. Moi, ça m'a jamais fait rire. Donc, je trouve ça même gênant. C'est des moments de gênance, en fait. Et j'y reviendrai sur... alors déjà, du coup, ça a jamais été trop bien servi en VF, parce que c'est un petit peu le même niveau que la VF d'un Freddy, hein. Donc Freddy, quand il parle dans Freddy 4, tu comprends rien. Des fois, le Crypt Keeper, tu comprends rien, en fait, hein. Et surtout que t'arrives pas à saisir. Bon, alors ça, je pense que c'est des gros problèmes de traduction et de doublage, parce que tu saisis pas la vanne. Bon, après, pour avoir vérifié en VO, c'est pas non plus fou. Donc, moins le Crypt Keeper est présent et mieux tu te portes quelque part, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on pourrait affirmer sur son intervention dans la version longue, c'est-à-dire pour les adaptations cinématographiques. Donc voilà, les Contes de la Crypte, c'est quelque chose qui fait partie de mon enfance, voilà. Donc comme pour certains de la génération Z, c'est les Harry Potter. Moi, j'ai envie de vous dire, je trouve ça plus cool d'avoir les Contes de la Crypte comme rêve qu'Harry Potter, mais bon, hein, chacun ses références, chacun sa génération. Et bien entendu, comme c'était le cas dans les années 90, quand une série a du succès, on essaye de franchir le cap et d'aller tester au cinéma pour voir si le succès y est présent. Voilà. Et Peterson et moi-même étions lecteurs de Mad Movies à l'époque, on avait vu passer dans la rubrique des news qui s'appelait Les Notules Lunaires, qu'il y avait une première adaptation cinématographique des Contes de la Crypte, et ça on avait vu passer ça dans les Notules Lunaires, et effectivement ça correspondait avec la fin en fait de la dernière saison des Contes de la Crypte. Nous on savait pas que c'était la dernière saison, en fait effectivement ça s'arrête en 95 au moment où sort le Cavalier du Diable. Je pense que ça n'a pas été reconduit pour des problèmes d'audience et des problèmes de financement également. Donc on avait vu ça, et avec cette affiche ultra prometteuse, parce que on va pas se mentir, la cover des Contes de la Crypte, notamment du Cavalier du Diable de cette première adaptation, est canon. Donc on a le Crypt Keeper qui ouvre un bouquin avec le personnage de Billy Zane, du coup,
qui sortent ce bouquin et avec ce titre hyper vénère, donc visuellement, c'est vraiment une belle affiche. Et cette cover, on le savait pas, elle va nous hanter pendant un certain moment. Pourquoi ? Parce que putain de merde, le film ne sortira pas en salle en France. Voilà. Donc on est en 95, et à cette époque-là, c'est l'ère du DTV. Donc c'est-à-dire que toutes les potentielles franchises, les Tremors, les Scanners, etc., font les joies du direct-to-vidéo. Direct-to-vidéo que nous avons traité dans les pages de 7ème dimension, le fanzine. Donc c'est-à-dire que ça passait par la case vidéo. Donc la vidéo est un second marché, donc on ne se risquait pas, outre-Atlantique, à sortir ces films-là en salle. Donc ces films-là, pour la plupart, sortaient en salle aux États-Unis sur un circuit restreint, et après débarquaient directement en vidéo, et nous en Europe, se passait un certain temps, chronologie des médias oblige, avant que l'on réceptionne ces films-là. Sauf que, voilà, vous l'avez compris, si j'anime différents podcasts, notamment un sur les musiques extrêmes, ça veut dire qu'à la même époque, où je regarde des films d'horreur, forcément j'écoute du trash. Et débarque, en fait, très rapidement, bien avant le film, la soundtrack. Et cette soundtrack, et je vais vous le dire, j'ai poncé le disque, parce que c'est l'expression, j'ai poncé le disque, et il y avait dans cette soundtrack tous les groupes majeurs de l'époque. Il en manque pas un à l'appel. Allez, si on était médisant, on dirait qu'il manque Metallica. Donc à l'intérieur, on a du Pantera, on a du Ministry, on a du Machine Head, on a du Biohazard, on a les Melvins, on a le Rollins Band, on a Filter. Oh, c'est de haute volée, et chacun des titres est bon en plus. Donc, et effectivement, pour avoir poncé cette BO au taquet, ça crée des attentes. Donc tu te dis, le jour où je vais voir le film, ben, il va m'arriver quelque chose, ça va être le film ultime. Voilà, je kiffe la série, la BO elle défonce, donc forcément, on va dire que quand le film il va débarquer, il est obligé de me plaire. Et c'est vrai que quelques temps après, débarque sous la houlette d'Universal ce fameux Demon Knight retitré Le Cavalier du Diable en DTV, autant vous dire qu'avec le compère Peterson, je crois pas qu'on avait le permis à l'époque, donc on a dû y aller. Allez, on va citer une expression bien française en brel. On a dû y aller et on l'a pris. Je crois que le mec l'avait pas mis sur l'étagère, qu'on l'avait déjà loué quoi. Et ben je vous réserverai, parce que au final la réception qu'on a eue de ce film-là à l'époque, donc oui, on a eu quand même une déception qui était à la hauteur des attentes, et j'ai envie de vous dire que Demon Knight en fait a réitéré l'exploit par 2 fois dans ma vie, c'est-à-dire que l'ayant attendu comme le Messie, forcément quand je l'ai vu, j'ai pas compris ce que j'avais devant moi. Je me suis dit merde, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Voilà. Et du coup après cette déception, ce film-là je l'ai rangé sur mon étagère. Voilà, je l'ai regardé peut-être 1 ou 2 fois en étant bourré pour rigoler avec les potes. Et puis je l'ai plus jamais revu. Et du coup quand BQHL a refait cette édition, a annoncé sa sortie Blu-ray, et ben ça m'a refait le même effet. Et quand je l'ai re-regardé, je me suis dit putain, et tout m'est revenu à la gueule. Voilà, tout, en pleine face. Donc voilà. Donc on va faire la transition avec la deuxième partie de cet épisode qui va être la chronique à la fois du film et de cette édition. Donc on a commencé ce podcast avec le thème de la série Contes de la Crypte composé par le génial Danny Elfman. Est-ce qu'on a besoin de présenter le comparse de Tim Burton version audio ? Et je vous laisse en compagnie, pas du titre le plus attendu sur cette BO, mais plutôt mon préféré, qui est celui de Ministry, Tonight We Murder.
Un titre bien glauque et bien vénère pour une BO qui ne démérite pas, donc on est en droit, comme je le disais, d'attendre un film à la hauteur. Et ben on va voir ce qu'il en est. Bon, alors déjà, quand on va chercher des infos sur un film qui est sorti en DTV, autant vous dire que, et surtout au milieu des années 90, autant vous dire, même si c'est adapté des Contes de la Crypte, c'est un petit peu compliqué. Donc moi, le budget en lui-même, je ne le connais pas, donc si je me base sur les productions de l'époque, je pense que c'est quelque chose, et puis même sur les informations glanées dans les making-of ou autres, qui doit frôler les 10 millions, et sur le box-office que j'ai pu trouver, notamment outre-Atlantique, et pas dans notre pays, parce que ça a été exploité en salle dans quelques autres pays, on est à 21 millions de dollars, donc c'est quelque chose qui est rentré dans ses frais. Hein. Après que l'exploitation vidéo, malheureusement, ne rentre pas en ligne de compte dans les calculs qu'on peut trouver sur certains sites spécialisés, donc je pense que quand même ça a été une bonne affaire, et en même temps, la preuve en est, c'est qu'il y a eu 2 autres versions long métrage, et ça on en parlera dans la partie qui va conclure cet épisode. Vous avez vu, hein, je fais pas mal de parties, c'est beau, c'est bien organisé, et comme quoi on perd pas la main. Hein. Donc ce film, on aurait pu penser, parce que c'est ça aussi l'idée, hein, on aurait pu penser qu'un des producteurs et réalisateurs connus de l'époque aurait pu s'en charger, mais c'est pas le cas. Et il préfère faire appel à un nom auquel on n'aurait pas pensé, qui est Ernest Dickerson. Voilà. Donc Ernest Dickerson, autant vous dire que en 95, voilà, pour le biseux que je suis derrière le micro, c'est un film avec Ice-T, un autre DTV qui s'appelle Que la chasse commence et qui est rigolo. Hein. Et en fait, quand on creuse un petit peu la filmographie d'Ernest Dickerson, notamment sa première partie de filmographie, parce qu'autant vous dire que la suite de sa carrière se conclut dans les tréfonds, mais vraiment les tréfonds, et c'est même pas de la VOD, hein, les tréfonds des séries TV de base, mais le démarrage est plutôt intéressant, parce que alors déjà, avant d'être réal, c'est le chef-op attitré de Spike Lee, donc ça veut... Alors, certains me diront, certaines mauvaises langues me diront qu'avec un réalisateur naturaliste, qu'on pourrait qualifier de naturaliste, parce qu'il traite de sujets sociétaux, c'est vrai qu'à première vue, quand tu regardes la première partie de carrière ou le milieu de carrière de Spike Lee, c'est peut-être pas la photo qui te saute aux yeux. Bon, après il se rattrape sur le reste de sa carrière, un petit peu à l'image d'un Tarantino, qui se met plus à devenir réalisateur que metteur en scène, entre guillemets, si vous voyez la nuance, qui s'occupe moins du jeu d'acteur. Et plus de l'image. Donc c'est son ancien chef-op, et il passe à la réal en 92, parce que en 92, au final, il y a beaucoup d'opportunités, notamment pour la communauté afro-américaine, parce qu'il y a un vent de révolte cinématographique qui est marqué par des films comme Menace to Society, Friday, et notamment un certain Juice en 92. Voilà, est-ce que je l'ai bien prononcé? Juice. Ouais, normalement ça se dit. Alors, c'est Juice si vous préférez. Donc c'est voilà, Juice. Et starring Tupac et Omar Epps. Voilà, Omar Epps qui était déjà présent dans Fièvre à Columbus University et qui était réalisé par John Singleton. Voilà. Donc effectivement, ces réalisateurs-là, donc les Spike Lee, les frères Hughes, mettent le pied à l'étrier d'une vague qui trouvera écho même en France à l'époque, voilà, notamment avec Mathieu Kassovitz et La Haine, voilà, donc c'est bien aussi, et Ma cité va craquer de Jean-François Richer, donc tout ça est lié, donc il tire son épingle du jeu, ce bon vieux Dickerson avec Juice, il enchaîne avec Que la chasse commence avec Ice-T, et au fur et à mesure de sa carrière se dégage en fait une tendance, et on pourrait le considérer comme l'héritier en fait de la blaxploitation, des Black Caesar et autres Jim Kelly de l'époque, parce qu'en fait chaque film qu'il sort à cette période-là a pour tête d'affiche une star afro-américaine de l'époque. Voilà. Donc pour Que la chasse commence, c'est Ice-T, avant on avait Tupac, dans Bulletproof, il sert la soupe à Damon Wayans, qui est crédité en premier lieu avant Adam Sandler. De toute manière, Adam Sandler, moi je n'aime pas, j'ai jamais aimé au début et je n'aime toujours pas aujourd'hui. On le retrouvera pour Wesley Snipes pour Future Sport, et sa carrière cinématographique, entre guillemets pour ce qui est notable, se conclura en 2002 avec Bones, film horrifique mettant en scène
non moins que l'illustre Snoop Doggy Dogg. Voilà, donc et oui, c'est pas Snoop Lion à cette époque, c'est encore Snoop Doggy Dogg. Donc et oui, alors je pourrais dire Snoop Dogg, voilà, en mode comme ça, mais étant, on va dire, un vieux de la vieille au niveau du hip-hop, au début, c'est Snoop Doggy Dogg, les amis, je suis désolé, mais back to the basics. Voilà pour Ernest Dickerson. Donc autant vous dire que tu te poses la question de a posteriori et même antérieurement, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il vient foutre sur ce film-là? Et ben, en même temps, j'ai envie de vous dire, la raison a des raisons que la raison elle-même ignore. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc je pense qu'aussi, c'est aussi la magie du cinéma hollywoodien et d'être là au bon moment, à l'instant T, et de pas coûter bien cher aussi. Voilà, parce que vous verrez sur le documentaire qui est disponible sur le Blu-ray, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un docu pour remettre un petit peu le contexte de tournage. Tu comprends que le truc, il a pas trop d'argent et ça se tourne assez rapidement, en une semaine, quasiment dans un bunker. Voilà, donc c'est à peu près ça, du coup, Le Cavalier du Diable. Donc voilà pour la réal. C'est écrit par un tandem de scénaristes qui t'apprendront qu'en fait leur script dormait dans un tiroir et a été recyclé pour les Contes de la Crypte. Et ça, c'est pas une exception. Donc peu de gens le savent. Alors nous, on en avait discuté directement avec le cas de KNB, monsieur Robert Kurtzman, à l'époque de notre numéro, je crois que c'était le numéro 7 ou 8 de 7ème dimension. On l'avait interviewé pour son film de Savant Fou, voilà, avec Andrew Divoff. Ouais, j'ai plus le nom d'ailleurs. C'est bien, ça, c'est du professionnalisme journalistique, tout ça. Et on avait parlé un petit peu de l'épisode Une nuit en enfer, donc voilà, qui était un de ses scripts, hein, Une nuit en enfer, où il avait payé en fait Quentin Tarantino pour le remanier. En aucune manière Quentin Tarantino n'a eu l'idée originale. Donc c'est une idée originale de Robert Kurtzman qu'il avait tenté aussi de vendre au Contes de la Crypte pour en faire un épisode en fait. Donc voilà, c'était une habitude. Autre légende urbaine du cinéma hollywoodien, le The Frighteners, le fantôme contre fantôme de Peter Jackson, était aussi un bout de script envoyé par Peter Jackson et Fran Walsh à Robert Zemeckis afin de se faire des ronds. Et devant la qualité en fait du traitement, Zemeckis décida qui avait le potentiel pour en faire un long métrage, et non pas un long métrage des Contes de la Crypte. Et ça aussi, c'était quasiment à la même période. Voilà. Donc, c'est un script écrit par Ethan Reef et Cyrus Warries, je sais pas si je le prononce bien. Bon, pas des grands scénaristes, hein, c'est un peu à l'image des scénaristes comme les frères Jim et John Thomas, hein, qui ont fait Predator et Une cigalerie, et puis au revoir. Voilà. Et au final, quand on voit le produit fini, donc c'est-à-dire le Cavalier du Diable, on sent, et ça je le développerai au fur et à mesure de cette chronique, on sent en fait qu'on est face à deux œuvres. On sent le rapiècement pour coller au Contes de la Crypte, et on sent qu'il y a un autre film en sous-main qui est beaucoup plus intéressant que ce qui nous est donné à voir. D'où vient et c'est là que vient la frustration en fait face à ce Cavalier du Diable. Niveau interprétation, on retrouve au casting de ce premier film adapté des Contes de la Crypte ce bon vieux Bill Sadler, connu de manière plus bourgeoise sous le nom de William Sadler, dans le rôle de Breaker. Donc William Sadler, alias Bill, hein, parce que alors normalement quand il fait de la merde il s'appelle Bill, et quand il fait des trucs un peu plus recommandables il s'appelle William. Moi j'ai toujours trouvé ça cool en fait. Voilà, donc c'est comme un peu Paul Anderson. Voilà, Paul Anderson dans sa première partie de carrière c'est Paul Anderson, et après c'est Paul W.S. Anderson, et mon préféré étant Larry Fishburne, qui devient Laurence Fishburne. Voilà. Donc, voilà, et oui, parce que à cette époque, tu peux te poser la question, dans les années 80, si Larry Fishburne, qui est dans Freddy 3 et dans Apocalypse Now, c'est le même qui joue Morpheus en tant que Laurence Fishburne, et oui, c'est bien la même personne, et ça, c'est la magie du cinéma. Donc, William Sadler, vous avez pu le voir en terroriste fou, qui fait du yoga tout nu dans Die Hard 2, vous avez pu le voir dans le rôle de la mort dans les Bill & Ted, et il revient même dans le dernier Bill & Ted, je
l'ai pas vu, mais il est annoncé au casting. Vous le voyez manger des petits pains à la saucisse dans le Road Racers de Robert Rodriguez, et vous le voyez très intéressé par les fesses, pas par les faces, enfin par les deux, hein, par la face et les fesses de Tim Robbins dans Les Évadés. Pour lui, alors lui, c'est le rôle du héros. Voilà. Donc pour l'antagoniste principal, dans le rôle du Knight, en titre de Demon Knight, dans le rôle du cavalier, du diable, on retrouve Billy Zane qui lui n'a pas de nom parce que c'est un démon. Voilà. Ouh là là, j'ai spoilé, mais bon, rien que quand tu regardes l'affiche, t'as compris. Donc on l'appelle le collectionneur dedans. Donc Billy Zane, vous l'avez vu avec des cheveux dans Retour à le futur, Sniper et Calme Blanc, et à partir du fantôme du Bengale, il commence à porter une perruque et vous commencez à le voir chauve dans ce fameux Cavalier du Diable, et de nouveau avec une perruque dans Titanic, voilà. Et c'est peut-être le plus beau chauve de la série B. Donc oui, il fallait bien que je fasse une petite partie traitement capillaire sur Billy Zane, parce que c'est aussi un sujet qui est abordé dans le making-of de Shoot Factory, qui est sur la galette éditée par BQHL. Donc oui, t'explique que à l'époque, donc voilà, c'est le petit point chauve de cette chronique, où il t'explique en fait que à un moment donné, voilà, à l'époque à Hollywood, dans cette période-là, c'était tabou en fait d'être chauve. Voilà, donc incroyable. Bon, certains pourront parler du cas Burt Reynolds. Voilà, donc il y a le point chauve à la fois dans ce podcast et dans le making-of. Donc rien que pour ça, vous devez acheter cette édition signée BQHL. Donc, en rôle de soutien, on va trouver Madame Will Smith, qui à l'époque n'est pas Madame Will Smith. Donc on ne dira pas Jada Pinkett Smith, mais Jada Pinkett. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, on va dire un peu partout sur le net, où il est bon ton aujourd'hui de taper sur la famille Smith, non, ce n'est pas une mauvaise actrice. Elle est mauvaise dans Le Cavalier du Diable, mais elle livre des bonnes interprétations, notamment en début de sa carrière dans Menace to Society des frères Hughes. Donc autant vous dire que Ernest D. Carson, il n'a pas été la chercher bien loin, voilà, il a activé son réseau. On la trouve dans Le Prix à payer de F. Gary Gray, et on la retrouve aussi en New B dans Matrix Reloaded, Matrix Revolution et Matrix Resurrection. Elle, au moins, elle a accepté de revenir dans cet ultime opus. Et on la trouve aussi chez Michael Mann dans Collatéral. Et oui, voilà, j'aurais pu en citer d'autres, mais voilà pour les plus notables. Dans les seconds couteaux, vous me direz, c'est quand même un casting composé exclusivement de seconds couteaux, mais dans les seconds couteaux des seconds couteaux, nous retrouverons l'actrice CCH Ponder, donc dans le rôle d'Irène, voilà, et Irène, c'est la tenancière du huis clos, parce que le Cavalier du Diable est un huis clos, parce qu'on va en parler dans le fabuleux, comme à chaque chronique que je fais, et le Cavalier du Diable, ça raconte quoi? Donc ça sera pour tout à l'heure. Donc c'est la tenancière, en fait, de l'hôtel-restaurant. Bon, on suppute que c'est un restaurant, même si on n'y mange pas trop. Et on a pu la voir, en fait, actrice afro-américaine de talent, de renommée, et présente un peu partout, notamment en vrac dans Bagdad Café, dans Volte-Face, dans Avatar, et oui, c'est la maman de Neytiri dans Avatar. On l'a pu la voir très énervée dans The Shield, et encore plus énervée dans Sons of Anarchy, de ce bon vieux Kurt Sutter. On l'aime bien, Kurt Sutter, ici même. Et oui, on parle pas trop série, hein, donc il faudrait peut-être que je m'y penche, mais en même temps, tout le monde le fait. Et moi, ce que j'aime avec 7ème dimension, c'est qu'on fait pas comme tout le monde. Donc, on retrouvera aussi Thomas Haden Church dans le rôle de Roach. Et Roach, qu'est-ce que c'est comme archétype? C'est le salaud de service. Et que vous avez pu voir dernièrement, parce qu'il reprenait son rôle du Spider-Man 3 de Sam Raimi dans le Spider-Man No Way Home. Et quand il y a un salaud, il y a aussi, attention les oreilles, attention à la bienséance, il y a aussi une pute. Et dans le rôle de la pute, parce que c'est vraiment son job dans le film, c'est pas moi qui l'invente, dans le rôle de Cordelia, la très mignonne et très affolante Brenda Beck, donc vous voyez bien que j'ai bien aimé aussi ça, qu'on avait pu voir aussi dans Hot Shot 2, et elle est confidential. Et quand on a une pute et un salaud, on a aussi un débile. Vous voyez, il y en a pour tout le monde, c'est Noël, la distribution de cadeaux continue. On a aussi Charles Fleischer, qui est un humoriste, et c'est aussi le comparse de Robert Zemeckis, parce qu'il a signé pas mal de doublures voix dans Roger Rabbit, et lui, c'est le débile, voilà. Et pour terminer, on a aussi le vieux, voilà. Et dans le rôle du vieux, on a été chercher dans le rôle d'Oncle Willy, voilà, un rôle croustillant, vous verrez.
on a Dick Miller, l'acteur fétiche de Joe Dante, que vous avez vu dans tous les Joe Dante, et même quand vous croyez ne pas l'avoir vu, vous l'avez vu quand même. Voilà pour le point du casting. Alors, le Cavalier du Diable, allez, on s'y met, un peu d'ASMR. Ça raconte quoi? Eh ben, ça raconte ce que peut raconter finalement un western. Une poursuite. Voilà, ça démarre comme une poursuite. Donc on y voit deux personnages se tirer la bourre. Donc le personnage incarné par Bill Sadler, alias Bryker, voilà, poursuivi par le personnage de Billy Zane, alias le collectionneur. Donc ils se poursuivent en bagnole, ce qui donne lieu d'ailleurs à une mise en scène plutôt inspirée d'Ernest Dickerson. On sent qu'il y a des sous, voilà. Et en plus, ça s'ouvre sur un titre de la BO qui, vous verrez, c'est la seule exception, est plutôt bien utilisé, qui est le titre de Filter. Donc voilà, moi, comme j'avais poncé la BO, et ben, j'étais contente de l'entendre d'entrée de jeu. Je me suis dit, cool, ça veut dire que à l'image du The Crow d'Alex Proyas, la soundtrack va servir au film. Et ben non, ça sert qu'en intro. Donc voilà, on y voit ces deux personnages se tirer la bourre. Accident de voiture, carambolage, la police arrive et va récupérer accident carambolage. Alors, remets le truc parce que tu vois, je l'ai vu, vous voyez, je l'ai vu il y a pas longtemps et je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc il y a un carambolage, le personnage de Bryker réussit à s'échapper et il se dirige en fait vers l'hôtel du coin. Donc c'est un petit peu le même principe que la deuxième partie du Nuit en Enfer. Voilà, donc c'est rigolo hein, pour deux scripts qui avaient été imaginés pour les contes de la crypte. Donc il se retrouve dans cet hôtel et le personnage du collectionneur, aux yeux, on va dire, des forces de l'ordre présentes, passe pour le gentil. Parce qu'il explique que le personnage de Bryker lui a volé une relique et que lui, une sorte d'antiquaire plus. Et de toute façon, on peut y voir dans le look des personnages, déjà, ce côté western, néo-western. Donc le personnage de Bill Sadler a le look de Mel Gibson dans Mad Max, alors que celui, en fait, de Billy Zane a le look d'un cow-boy. Voilà. Et donc on a vraiment ce postulat de western, et au final ça commence plutôt bien parce qu'on commence in medias res, en fait, directement dans l'action. Bien entendu, j'ai oublié de vous dire que comme c'est un film des contes de la crypte, on se tape un sketch d'intro du Crypt Keeper. Et là les amis, le sketch d'intro, autant vous dire que c'est une souffrance. Donc d'une, c'est nul, et de deux, c'est même pas drôle, et de trois, c'est mal doublé. Donc au lieu de, quand il s'adresse au public, généralement, le Crypt Keeper t'implique. Et là, il s'adresse à toi en VF par les petits clous. Les petits clous. Voilà. Donc ça et c'est vrai que ça m'a refait comme à l'époque. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce doublage de merde? Et en VO, ça donne en fait, si on le traduit, bande de tarés. Mais c'est nul aussi, hein. Mais c'est un peu moins nul. Voilà, les petits clous. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce doublage de merde? Donc, on y voit le Crypt Keeper qui est en train de tourner son film à gros budget. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est rigolo parce que le film commence comme un faux slasher où on y voit du nibar. Donc, bon. Alors ça, c'est gratos, mais ça fait toujours plaisir. Hein. Donc il respecte les codes de la série B. Hein. Vous avez compris que bon là... Et après, du coup, il s'énerve en disant coupez, il fait sa petite vanne de merde, et puis après, il enchaîne sur le film. Mais au final, ça y serait pas, que ça serait mieux. Voilà. Donc voilà. Sachez quand même, je mets la fin avant le début, sachez que M. Night Shyamalan a tenté de relancer les contes de la crypte du coup il y a 2-3 ans de ça, et que son adaptation, alors il y a des épisodes qui ont été tournés, c'est bloqué pour des raisons de droit. Et j'espère vraiment, parce qu'apparemment Shyamalan a dû grandir non pas avec les comics mais plutôt avec la série télé. J'espère qu'il a retenu les leçons, que les vannes étaient foireuses. Hein. Enfin voilà. Ou c'est peut-être pour ça que c'est bloqué en fait, parce que c'est tellement nul au niveau des vannes que c'est une honte de le sortir. C'est peut-être ça la réalité de la non-sortie de cette nouvelle version. Enfin bref, voilà. Parenthèse refermée, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des parenthèses. Donc tout ce petit monde se retrouve dans un hôtel et c'est un huis clos. Eh ben oui, quand t'as pas d'argent, tu fais un huis clos. Voilà. Donc on avait convoqué les biseux, les dignes représentants du bis actuel, comme Paul Anderson. Paul Anderson, quand il a pas de rond, il fait des huis clos.
Et c'est ce qui fait, généralement, lui, il maîtrise bien le concept. C'est-à-dire, il te fait une ouverture qui est plutôt bien troussée, puis après, il t'enferme dans un huis clos. C'était le cas des Resident Evil, c'était le cas d'Alien vs Predator, c'est le cas d'Event Horizon, il a même fait le tour de force avec Monster Hunter de t'enfermer dehors, en fait, avec du sable. Alors, certaines mauvaises langues, dont je fais partie, pourraient dire que Denis Villeneuve a fait ça avec Dune aussi. Voilà. Il a enfermé le budget dans les grains de sable, en fait. Donc, effectivement, voilà, tout ce petit monde se retrouve dans cet hôtel, et ça, qui se passe la nuit. Alors, mais bien entendu, c'est un film d'horreur où on te raconte un petit peu une lutte ancestrale entre le bien et le mal, et avec une notion de temps, donc forcément, il y a un peu comme dans Une nuit en enfer, cette notion de passer la nuit, en fait. Il faut passer la nuit, donc pour survivre. Donc du coup, c'est plutôt bien amené scénaristiquement, donc ça passe, et ça donne le lieu, parce qu'au final, c'est peut-être pas le truc qui est le moins bien fait dans ce film-là, c'est-à-dire que dans la scène où ils arrivent à l'hôtel, bah c'est du matte painting, et il est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce côté matte painting avec des éclairs, l'orage, l'hôtel en arrière-plan, et sachez quand même que ça a été tourné dans un hangar, hein, le bordel, hein, voilà, qu'ils ont entièrement réaménagé. Donc voilà, donc le Cavalier du Diable, ça raconte la lutte entre le bien et le mal, donc un apôtre du mal, un apôtre du bien, si vous préférez, et pourquoi le collectionneur poursuit le personnage de Bryker, c'est parce qu'il possède une relique, et dans cette relique, il y a le sang du Christ. Enfin, c'est pas aussi simple, mais c'est à peu près ça l'idée. Et si les démons s'emparent en fait de cette relique, ils peuvent revenir hanter notre journée et en faire leur ténèbres. C'est beau ce que je viens de raconter, je suis fier de moi. Et du coup dominer le monde. Voilà à peu près l'idée. Et toute cette chose-là sera régulièrement amenée dans le récit par le biais de flashbacks, où on y comprend que ça soit le collectionneur ou cet apôtre au final, parce que Bryker est une sorte d'apôtre, eh ben, il se livre cette lutte depuis des millénaires, et que ça leur confère une sorte d'immortalité qui trouve son point d'or quand un nouveau repreneur pointe le bout de son nez. Et voilà, donc quand par exemple le personnage de Bryker, et ça on l'apprendra au fur et à mesure du film, prend possession de cette relique, quand on lui positionne dans la main, ça lui tatoue automatiquement, donc il s'épargne en fait aussi le versement d'art dans un salon de tatouage, etc. Il y a un tatouage immédiat avec des étoiles, et ces étoiles se positionnent au fur et à mesure. C'est cool, c'est un tatouage évolutif, et quand elles sont toutes alignées, il faut qu'il trouve un successeur en fait. Voilà. Donc ça lui fait un peu une vie de merde, mais au final c'est plutôt cool. Voilà. Lui au moins il a un objectif et un truc à raconter pendant les fêtes de Noël. Donc on comprendra plus tard que quand il fait des phrases un peu mystérieuses, ce n'est pas un hasard si je suis ici, c'est que il essaye à la fois d'échapper au collectionneur et en même temps de trouver un repreneur. Voilà l'histoire. Donc ça, c'est pour le côté fort de l'intrigue. Et c'est vraiment, au final, quelque chose qui, moi, quand je l'ai vu à sa première vision, et même aujourd'hui, quand je le revois, me frappe encore, et c'est ce qui n'appartient pas aux contes de la crypte, en fait. Parce que les contes de la crypte, comme je vous l'expliquais en préambule, et pour ceux qui ont déjà vu des épisodes, c'est de l'épouvante, c'est de l'horreur, c'est du slasher, mais c'est pas aussi compliqué que ça en fait, ça convoque pas forcément le bien et le mal, donc on sent en fait qu'il y a un autre film en sous-main, et par contre le film estampillé Conte de la Crypte, c'est celui dont je vais vous parler, donc c'est-à-dire qu'une fois rentré dans l'hôtel, et si vous enlevez ces flashbacks qui, oui, si vous les regardez aujourd'hui, ça fait cheap, oui c'est cheap, mais on va dire qu'avec les matte painting, tout ça, ça lui donne un charme un peu désuet. Voilà, donc je trouve qu'Ernest Dickerson, il a, et on voit peut-être aussi son taf en tant que chef-op, on le voit peut-être plus parce qu'on est dans le genre horrifique, dans le genre fantastique, où il y a une création de décor et un éclairage, donc on sent le travail qu'il y a sur ces flashbacks historiques, hein, parce qu'au final, c'est une seule et même histoire,
entrecoupés, donc c'est le même tournage entre guillemets, et on distille des séquences, voilà, des plans séquences au fur et à mesure. On sent le travail derrière. Oui, ça fait cheapos, et ça pourrait rappeler ce qu'on aimait à appeler avec Peterson, entre guillemets, le Vietnam de House. Vous savez, ce film de Steve Miner où vous avez William Katt qui a des souvenirs du Vietnam et que t'as l'impression que c'est tourné dans son jardin et t'y crois pas une seule seconde que c'est le Vietnam. Donc voilà, c'est un peu la même gueule. Voilà. Donc du coup, moi je trouve ça sympa. Enfin voilà, je préfère au final, j'ai envie de vous dire, ça a plus de charme que n'importe quel effet spécial digital. Oui, effet spécial digital, ça, je me suis pas trompé en fait. J'ai pas... je me suis pas loupé sur le singulier et le pluriel, effet spécial digital qu'on retrouve dans un film sans âme aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, j'essaye de trouver quand même des côtés positifs à ce métrage qui dure quand même 92 minutes, générique compris. Donc, et comme le disait Peterson à l'époque, c'est parfait pour rentrer derrière une 180 minutes derrière un film qui frôle les 1h40. Voilà, c'est le film parfait. Donc c'est pour ça qu'il aimait bien aussi à la copie. Donc, le mauvais film en lui-même est ce huis clos archi rabattu que tu as vu 1 milliard de fois. Donc là, quand je vous ai cité les personnages, la tenancière, le salaud, la pute, le débile et le vieux, voilà, et j'ai pas compté non plus la soubrette, hein, quasiment, ou la cassos, entre guillemets, incarnée par Jada Pinkett, ce sont autant d'archétypes et autant de choses prévisibles dans le scénario qui se déroule sous tes yeux. Et effectivement, c'est quand même un tour de force de, par moment, trouver le temps long sur un truc qui dure 90 minutes. Donc si on enlève au final le premier acte, si on retranche les flashbacks et si on enlève le dénouement, donc en fait, au final, vous avez vu le savant calcul que j'ai fait, on a 45 minutes qui sont valables et 45 minutes qui sont à chier. Voilà. Et au final, 45 minutes, c'était quoi ? C'était le format de l'épisode, en fait, d'origine des Contes de la Crypte. Donc, on voit que, et ça c'est dit par les scénaristes dans le making-of, plus ou moins, voilà, c'est sous-entendu, que ça a été étiré, qu'on a essayé de faire correspondre ça à une durée autre. Et donc, alors c'est plutôt bien dilué, mais effectivement, moi je l'avais senti déjà à l'époque, et j'avais 15 piges, et je le sens encore aujourd'hui. Voilà, c'est encore plus visible, mais j'avais déjà senti à l'époque. Donc, bien entendu, je vais vous épargner, il y a peu de rebondissements dans un huis clos, mais à noter que quand même, c'est pas avare en gore, hein, donc parce que ça donnera lieu, parce que bien entendu, qui dit huis clos, qui dit horreur, dit forcément ressucer un petit peu des maîtres du genre, donc on remplace, on remet des petites règles en place, ça aussi c'est génial, c'est-à-dire que dans cette fiole qui contient le sang du Christ, le sang du Sauveur, hein, ce qui est plutôt pratique, c'est que ça fait office de moustiquaire, entre guillemets, contre les démons. Donc t'en mets une goutte sur le pas de la porte ou à la fenêtre, et ça empêche les démons de rentrer, notamment le collectionneur, et puis le collectionneur, il fait des trucs cool, parce qu'au début, il vient seul, tu te dis, bon, on va vite se faire chier, avec un Billy Zane qui cabotine et qui grimpe sur les toitures et qui fait du bruit, on va vite s'emmerder. Donc il a la possibilité assez rapide, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce que je voyais moi sur la cover, sur les pages intérieures en fait, de la jaquette du compact disque que j'avais à l'époque, on voyait des espèces de ghouls, effectivement, très rapidement, à partir de son sang, qui est une sorte de slime en fait, hein, parce que c'est l'époque aussi, hein, voilà, c'est l'époque du prosthétique, hein. Donc il s'ouvre la main, et en faisant un signe de la croix, il balance plus ou moins 7 ou 8 gouttes, et ça fait pousser des petits démons comme ça qui grandissent très rapidement, des sortes de cocons. Donc par contre, là, à ce niveau-là, au niveau des effets prosthétiques, il y a du budget, ça convoque toutes les sociétés de l'époque, hein. Moi j'avais noté déjà que le générique de la série était produit par Richard Edlund, et d'ailleurs j'ai cherché en vain, putain de merde, j'ai essayé de chercher qui a créé la marionnette.
Voilà, parce que c'est une animatronique du Crypt Keeper. Moi, j'avais dans mon souvenir, où j'avais cru lire que c'était Rob Bottin ou Chris Wallace, plutôt Rob Bottin. Et là, en fouillant sur le net, je n'ai pas réussi à remonter l'info. Donc moi, je suis preneur aussi de l'info, juste pour ma tranquillité d'esprit. Et donc là, on y retrouve en fait, derrière les effets prosthétiques en fait du film, on y retrouve les 3 lettres de l'époque, les Kurtzman, Berger et Nicotero, les KNB en chef, derrière les effets, et c'est plutôt de haute volée. Il y a un peu de digital, donc il y a un peu d'ILM, pour un peu de morphing par-ci par-là. C'est pas des plus heureux, mais ça passe mieux que par exemple dans Une nuit en enfer. Voilà, où il y en a beaucoup plus, et en termes d'éclairage, en tout cas l'éclairage est mieux géré, donc ça passe un peu mieux. J'ai pas dit que c'était génial. Donc c'est ce qui fait plus vieillir le film que les effets prosthétiques. Donc on est sur de la haute volée, ces effets, donc on a ces goules-là, et c'est vrai que le sang qu'il met aux 4 coins de la bâtisse les empêche de rentrer. Et vous imaginez bien que de multiples intrigues façon Koh-Lanta, entre guillemets, vont faire que c'est un peu le jeu du diable aussi, ça va attiser les passions, les envies, et certains personnages essaieront d'en trahir d'autres pour donner cette fameuse fiole à Billy Zane. Voilà, c'est à peu près ça, ces 45 minutes-là de ce film. Et ils seront tentés par le diable. Certains s'y refuseront, certains s'y adonneront. Donc, après, bien entendu, ce côté-là qui est plus conte de la crypte, obéit à la sacro-sainte morale puritaine américaine. Donc forcément, le salaud trahit, voilà, donc il sera puni en conséquence. La pute est la reine de l'adultère, donc elle sera punie en conséquence. Le débile convoite la pute, mais elle ne l'aime pas parce qu'elle aime le salaud, lui aussi paiera la note à son niveau. La tenancière du bar, elle a rien fait de mal, mais elle paiera la note, et elle s'offrira du coup une certaine forme de gloire à la Sarah Connor du pauvre, en mode fusil à pompe. Ce qui est plutôt cool, avec un sacrifice qui n'était pas demandé, mais plutôt bien porté. C'est vrai que là, ça m'a réveillé quand même à la deuxième vision, quand j'ai vu ça. Et puis, que dire de l'oncle Willy ? Voilà, incarné par Dick Miller, vieillard alcoolique, donc, et ça on en a forcément dans la vraie vie et au cinéma ricain, et donc du coup ça donnera lieu à une scène assez what the fuck, parce que c'est ça aussi je l'avais oublié, ce côté-là, c'est-à-dire que vous avez compris que ça parle de la lutte, quelque chose d'antédiluvien entre le bien et le mal, donc c'est pas rigolo comme truc au final. Et puis il y a un changement de ton qui s'opère, et cela se fait par le biais de Billy Zane, et le collectionneur se mue dans ces phases de séduction des personnages, séduction qui se font mentales, parce que vous avez compris qu'il est à l'extérieur de la baraque, et il se mue en une sorte de boogeyman à la Freddy, mais pas le Freddy du premier opus, plutôt celui Freddy 4 et 6, si vous voyez ce que je veux dire, espèce de boogeyman animateur télé. Et ça donne lieu à des scénettes un peu what the fuck, comme celle d'Oncle Willy, où étant alcoolique, il lui propose de se laisser aller à boire un verre, en fait, et Billy Zane, très gourmand, et prépare avec son shaker en mode Tom Cruise derrière le bar, avec un Dick Miller qui avance au milieu de Playmates topless. Alors, j'ai envie de vous dire, moi j'ai grandi dans les années 90. Oui, ça fait plaisir. Honnêtement, sur le papier, en termes de quotas, de cash coché, de cases cochées, on va y arriver, il y a du topless, il y a du gore, il y a du bon son. Donc au final, ça remplit le job. C'est pas de la meilleure des manières, mais au final, t'es content. Même si ça dure par moments une éternité, il y a toujours un petit truc pour te réveiller. Donc voilà, donc c'est plutôt déconcertant au niveau du ton, et forcément, c'est pour ça que je me remets en tant que spectateur qui avait, voilà, elle est là ma déception. J'avais attendu ce film comme le Messie, parce que la BO, je m'en étais fait un monde, en fait, de ce truc-là,
Et quand on voit les ruptures du ton du film, tu sais, c'est un petit peu... Enfin, moi j'ai eu l'impression d'être pris pour un con, en fait, quand j'ai vu ce truc-là. Maintenant, aujourd'hui, et effectivement, pour moi, ça le faisait basculer directement dans le Z. Alors que ça avait l'odeur d'un B plutôt costaud, plutôt vénère, et ben non, en fait. Donc voilà. Donc ça le propulse directement dans les tréfonds du Z. Aujourd'hui, je le regarde avec le sourire en coin. Mais effectivement, tu peux pas. Moi, je le vois comme ça, notamment avec mon ado, ou avec d'autres personnes qui sont pas familières en fait du cinéma de genre. Tu peux pas leur faire mater ce truc-là. Ou à moins que ça soit un gage ou qu'il soit bourré en fait. Et du coup ça passe, mais effectivement, moi j'ai fait le test, hein, tu peux faire mater du Craven, tu vois, du Freddy, des choses comme ça, du Massacre à la tronçonneuse, enfin voilà, vraiment les films matriciels, et certaines, et même un vampire, vous avez dit vampire, ça passe largement, quoi. Les retours des morts vivants, tout ça, ça fonctionne très bien. Mais celui-là, l'humour est mal amené, c'est pas attendu, t'en demandais pas, bon c'est là. Peterson qui a une certaine tolérance à la déviance, lui kiffe, mais c'est vrai que ça pique un peu. Et tout ça nous amène dans le dernier tiers du film où t'as l'impression qu'ils accélèrent un peu le tempo parce qu'ils sont un peu trop attardés. Enfin, t'as l'impression que ces personnages, au début, sont contents de les avoir parce que ça permet de faire traîner, puis à la fin, ils savent plus quoi en faire, donc ils t'expédient ça un peu manu militari, histoire d'arriver au dernier tiers. Et le dernier tiers, bon, ça enchaîne le nawak, quoi. Donc, en fait, on découvre assez rapidement. Donc, vous avez qu'à voir le film aussi, comme je dis souvent, quand il y a des spoilers alerte, on découvre assez rapidement que c'est le personnage de Jada Pinkett qui est censé prendre le relais, qui a été choisi en fait, parce qu'elle a résisté à la tentation, voilà. Et du coup, on découvre aussi, parce qu'on s'en doutait, parce que donc cette fiole qui contient le sang du Christ, c'est pas tout à fait le sang du Christ, ça a été le sang du Christ, et ensuite, comme apparemment, quand tu prends la fiole, tu te fais tatouer, donc toi aussi t'as un peu le sang du Christ, t'as un peu le sang du Sauveur, donc quand tu clames, tu remplis la fiole. Voilà. Autant dire qu'il vaut mieux pas mourir d'un arrêt cardiaque, hein. Parce que bon, souvent dans les cas de figure qui nous sont présentés dans le film, il y a toujours une grosse blessure, donc c'est très pratique d'appuyer sur la blessure et de remplir la fiole. Donc là, la fiole est quasi vide, ce qui veut dire que Bill Sadler, il est temps pour lui de trouver la succession. Alors c'est très drôle parce que j'aime bien moi les règles dans les films d'horreur, parce que cette fiole, elle est, en termes de contenance, elle a un peu la géométrie variable. C'est un peu comme la carotte de Bugs Bunny, vous savez, il fait que la manger, mais elle réduit jamais. Donc dans le film, tu vois qu'elle est pas grosse, tu sens qu'il y en a, des fois ils essayent de lui renverser pas mal, donc tu sens qu'ils sont un peu méchants, tu sais, c'est un petit peu comme toi avec ton verre de whisky en soirée, où tout le monde te bouscule et que t'en tombes un peu, mais t'en auras qu'un de verre en fait. Et donc du coup, ils en renversent beaucoup, mais il y en a toujours un peu, mais à la fin il y en a plus. Et tu te poses la question, imagine, tu vois, le personnage de Bill Sadler, il est peinard, il a un moment de répit, imagine, il ouvre un peu sans faire exprès, il trébuche, comment il fait ? Il est obligé de se tailler un bras et de la remplir. Voilà, moi j'aime bien les limites de ces règles dans le cinéma horrifique, ça me fait marrer. Donc bon, bref, ne chipotons pas trop, il est content parce que le destin l'a amené là, les étoiles sont alignées sur son tatouage, et il confie en fait la fiole donc au personnage de Jada Pinkett. Puis ça tombe bien parce qu'il s'est fait défoncer par alors je sais plus, non, c'est pas par l'oncle Willy, c'est par le gamin, parce qu'il y a un gamin aussi dans cette histoire. Il sert à rien, mais il y a un gamin. Mais tu le sais que comme ils le reprennent, ce gamin, ça va être potentiellement un monstre. D'ailleurs, c'est pas radin aussi là-dessus, parce que tout le monde y passe. Voilà, entre guillemets, il y a... Voilà, donc c'est pas très PG-13 dans l'esprit, c'est plutôt cool. Non, mais c'est comme je vous dis, c'est pas maintenu, c'est assez hybride en fait, hein, en termes de ton. Donc, au final, voilà, tout le monde va y passer. Et le personnage de Jada Pinkett, d'ailleurs, j'avais noté son prénom à son personnage. Autant le faire, autant utiliser mes notes. C'est le personnage de Jerry Lynn. Voilà. Donc Jerry Lynn récupère ce fardeau-là.
Et il se retrouve aux prises avec le collectionneur qui a pu rentrer dans la baraque. Voilà, donc au bout d'un moment, de toute façon, la baraque a pété dans tous les sens, elle a explosé, donc il y a des trous, il peut rentrer, on n'a pas colmaté les brèches, vous avez compris, on n'a pas mis le moustiquaire spécifique, anti-démon, et il rentre, et il décide de faire de son mieux pour verser le contenu de la fiole, et elle, parce qu'il ne le voit pas, voilà, se met à l'avaler et le garde dans sa bouche. Donc du coup, elle ne parle plus, donc, pourquoi pas, et ça donne lieu à une scène de danse, mais façon The Mask, en fait, parce que Billy Zane, vous l'aurez compris, quand il incarne le barman, tout ça, ça fait très The Mask dans l'esprit, quand même. Et là, ça donne lieu à une scène de danse qui est aussi une scène de séduction, où le personnage de Billy Zane lui avoue être amoureux d'elle. Alors que les deux personnages ont zéro interaction dans le film, ou quasiment pas. Et ça sort de nulle part, sort du chapeau. Et c'est gratuit. Voilà. Et c'est complètement con. Voilà. Et d'ailleurs, il parlera même, et d'ailleurs, c'est même complètement bof, parce que elle est à ce moment-là en petite culotte. Oui, elle est en petite culotte, en débardeur, tachée de sang. Et il la fait danser, elle a le truc dans la bouche, donc elle peut pas parler, et il lui parle de son entrejambe, et quand il parle de son entrejambe, il y a des flammes qui sortent. Vous voyez le niveau du truc. Alors, rappelez-vous le point de départ qui est très sérieux et le point d'arrivée qui est ça. Donc au final, il se rend compte que c'est pas partagé son sentiment, ce qui est complètement con parce que tu t'en as rien à foutre de ce truc-là. Du coup, elle lui crache à la gueule tout ce qu'elle a, et donc lui fond comme tous les effets spéciaux de ces films dans les années 80 à l'époque, quoi, voilà. Donc ça finit en effet prosthétique de slime et en vieille merde au sol, voilà. Et puis très rapidement, j'aime beaucoup la dernière scène où elle prend un bus. Voilà, parce qu'elle elle se rhabille, donc elle accepte en fait du coup ce fardeau qui est de maintenant son destin, et elle décide en fait de protéger la porte du bus devant. Bon, les gens font pas attention, elles se baissent, voilà, ça fait l'espèce de moustiquaire invisible anti-démon. Et le bus un peu plus loin, on a l'équivalent de Billy Zane mais version afro-américain, avec le même type de costume, qui essaye de monter dans le bus, et qui sent la protection, et qui dit qu'il prendra le suivant, en fait. Et donc là, on nous présente les nouveaux protagonistes de la prochaine poursuite, en fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc au final, quoi penser de ce film ? Eh ben c'est toujours une déception, et une déception pour deux choses. Une déception par rapport au matériau d'origine, où on sent que potentiellement il y a un bon film, voilà, donc ça c'est ce que je vous ai énuméré, et une déception aussi par rapport au Conte de la Crypte, voilà, parce que on ne s'attendait pas à un film comme ça pour les Contes de la Crypte. Ça aurait pu être un slasher, en fait ça aurait pu partir complètement dans la gaudriole ou dans le slasher, ça aurait été mieux en fait, mieux amené. Donc c'est une double déception, et en même temps, c'est quand même un film qui a une histoire, en tout cas pour moi, qui a une histoire, qui a été attendue. Donc je l'ai attendu au final, au cinéma, il n'est jamais sorti, donc je l'ai récupéré en DTV, et au final, on l'a attendu en DVD, il n'est jamais sorti, ça sort en Blu-ray. Donc c'est un film hybride, il fait partie, en fait, de ma cinéphilie, de mon enfance, et quelque part, il est le témoignage aussi de la liberté de ton qu'on pouvait avoir sur un B plus ou moins friqué, parce que bon, c'était quand même pas loin de 10 patates, je pense. Je pense que c'est entre 5 et 10 à l'époque, donc c'est l'équivalent d'un moyen budget aujourd'hui, et c'était quelque chose qu'on pouvait louer ou aller voir en salle, en fait. Et c'est quelque chose que nous ne verrez plus. Donc en mode un peu roue libre par moment. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas complètement nul, c'est pas complètement bon, donc bilan mitigé pour cette œuvre, et en même temps je suis content de l'avoir. Donc qu'est-ce que ça laisse derrière ? Voilà, quel est l'héritage de ce film ? Pas grand chose, si ce n'est que vous avez vu la ligne directrice de la filmo d'Ernest Dickerson, c'est au final mettre au premier plan un acteur afro-américain qui est en plus une actrice. Donc on pourrait dire que c'est même précurseur à l'époque
à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt positif dans ce que ça laisse, on va dire, comme témoignage aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est aussi le témoignage, pour moi, d'une version moderne de la Blaxploitation, dans les années 90. Et c'est aussi une œuvre qui s'inclut dans une sorte de trilogie, parce qu'il y aura 2 autres adaptations des Contes de la Crypte, qui suivent une en 96, qui est le Bordello of Blood de Gilbert Adler, avec Corey Feldman, bordel. Et on dirait un décalque du Nuit en Enfer, et je pense que je le chroniquerai, mais pas maintenant, parce que celui-là, par contre, moi, il m'avait fait du mal. Voilà, il m'avait fait du mal, et je l'ai quand même récupéré en Blu-ray, parce que quand... Voilà, c'est aussi ça un petit peu la cinéphilie, quand on est dans les tréfonds du gouffre de l'horreur. Voilà, j'ai dépensé sans compter, j'ai pris les 2, voilà, je l'avoue, j'ai pris les 2 sur Amazon parce qu'ils étaient pas chers. Voilà, je me suis fait plaisir. On verra si la revoyure de Bordello of Blood me fera autant de bien que son prix me l'a fait. Donc, et aussi un autre que je n'ai jamais vu, parce que alors lui, carrément, il n'est même pas sorti en DTV par chez nous, qui est Ritual, il n'a même pas droit à une version non français, David Nesher, le mec derrière Time Bomb, et il y a du beau monde dedans, donc c'est sorti en 2002, voilà. Donc, et donc celui-là, bon, je pense que ça doit se trouver de manière illégale sur le net, ça, et puis en import aussi. Et je pense que si Peterson jette une oreille sur cet épisode-là, il me dira qu'il l'a en édition allemande ou un truc dans le genre. Donc voilà, pour ce film-là. Qu'en est-il de l'édition BQHL ? Eh ben, elle est à l'image du film, en fait, au final. C'est mitigé. Alors, pourquoi ? Alors, on va parler des côtés positifs. Le packaging est plutôt cool. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Les menus animés, on va dire que le contenant, voilà, est plutôt pas mal. Voilà, est plutôt pas mal. BQHL n'a pas à rougir face à la concurrence des autres éditeurs français, ou du moins hexagonaux. Ça contient un commentaire audio d'Ernest Dickerson. Je vous avoue que j'ai pas poussé le vice à écouter son commentaire audio. Je pense que je le ferai s'il y a de nouveau un nouveau virus et qu'on est confiné. Donc voilà, que c'est la fin du monde, je l'écouterai. Voilà, mais je ne pense pas le faire dans un futur proche. Ensuite, il y a une présentation du film d'une trentaine de minutes qui est plutôt cool, mais qui au final, et ça c'est le problème des présentations des films, ça spoil beaucoup trop, ça paraphrase un peu trop, je trouve, à la fois le film et à la fois le document, le making of vedette sur la galette, et en plus ça te parle de Bordello of Blood, alors que voilà, j'avais été fan on sent que ça a été pensé comme une série d'éditions, et que voilà, cette présentation-là fait office pour la série de films édités. Donc ça aurait mérité d'être coupé en 2. Voilà, je vous parle de manière éditoriale, BQHL, si vous m'écoutez. Voilà, ça aurait mérité d'être scindé en 2. Quant au making-of, c'est celui édité par Shoot Factory. Donc, et je ne crois pas trop me tromper que BQHL ait récupéré aussi le master édité par Shoot Factory. Je pense que voilà, c'est une cession de droit à ce niveau-là. Donc le making-of est plutôt cool, et comme tous ces making-of qui ont été produits après coup, ça revient un peu sur l'héritage, et ils me font rire parce que t'as William Sadler et Billy Zane qui te parlent, et même Ernest Dickerson qui te parle de que c'est un côté culte et qu'ils comprennent pas parce que ils avaient pas l'impression, tu sais, c'est le côté un peu ricain du truc, tu sais, ils y vont sans prétention mais avec prétention un peu, tu sais, voilà. Non, moi je pense pas qu'il y ait un culte qui est voué à Demon Knight, faut pas s'emballer. Donc voilà, il y a différents points qui sont intéressants. On y voit les scénaristes, on y voit que notre actrice derrière Cordelia, Brandy Baquet, est tout en plastique aujourd'hui, donc elle a très peu de motricité au niveau du visage, comme toutes les actrices californiennes de l'époque, qui aujourd'hui sont passées sous des millions de coups de bistouri. Billy Zane est toujours très chauve, mais toujours très cool. Moi j'aime bien Billy Zane, donc c'est le point chauve de cette chronique, toujours.
et qui vous parle aussi de sa calvitie à Hollywood. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de making-of, c'est un peu comme quand t'écoutes un commentaire audio de John Carpenter, qui, au lieu de te parler du film, te parle en fait de ses gosses, de la musique, et du connard dans les studios qui avait essayé de pécho l'actrice en arrière-plan. C'est toujours bien, moi je suis preneur, donc du coup... C'est plutôt un bon making-of, voilà, j'en dévoile pas trop, parce que le but c'est pas de, voilà, quand même la génération Z aujourd'hui, vous savez, hein, ces gens qui regardent des gens regarder des bandes annonces, vous voyez ce que je veux dire, donc je suis pas là non plus pour trop paraphraser l'œuvre, donc... Par contre, au niveau du master, bon voilà, moi je suis un peu déçu, et je pense que, parce que ma VHS je l'ai pas vérifié, mais il me semble que quand j'avais regardé ça en VHS, j'avais un ratio, ou du moins qui était simulé 2,35 avec de la bonne grosse barre au-dessus, et que là c'est du 1,85 et que ça épouse trop mon écran, et ça lui donne un côté trop télévisuel aujourd'hui. Donc c'est le ratio d'origine, ça j'en suis convaincu, mais du coup moi dans mon souvenir j'avais un côté un peu plus western, un peu plus 2,35, donc voilà, et tout n'est pas égal dans ce master, donc c'est-à-dire que ça papillonne beaucoup trop par moment, dans des plans où ça devrait pas en fait, hein, voilà, alors que toute l'intro est parfaite en plan de nuit, donc voilà. À voir ce qui s'est passé, si c'est pas tourné de la même manière, quelle est la pellicule qui est employée. Je sais pas de quoi ils sont partis, de quel type de négatif, mais en tout cas, ça n'a pas été... Je pense pas que ça a été, on va dire, remasterisé. Je pense pas qu'ils ont retiré, à partir du négatif original, un nouveau master qu'ils ont passé sur un banc de montage, et surtout un banc d'étalonnage. Je pense pas qu'ils ont fait ça. Bon, c'est pas dégueu, hein, parce que à la vérif, hein, certains se sont permis de me dire que j'avais encensé certains masters qui étaient de même niveau, c'est vrai. Donc voilà. Mais là, pour celui-là, je sais pas. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le running gag de ce film-là. Peut-être que j'en attendais trop encore une fois. Donc, est-ce que je vous conseille d'acheter cette galette de BQHL ? Bien sûr que oui, parce qu'au final, ce film... Et son histoire est plus intéressante que le film lui-même. Et donc voilà, tout biseux de cette époque, et qui aime cette époque-là, les années 90, se doit de posséder au final cette rareté, qu'il est toujours, hein, un peu moins grâce à BQHL, se doit de posséder ce film-là dans sa Blu-ray Tech, et BQHL n'a pas à démériter sur le travail éditorial mené sur cette galette. Donc merci à eux d'avoir dépoussiéré ce film-là et le suivant. Merci à vous, bien entendu, d'avoir écouté, d'avoir repris à écouter cette chronique. Et ouais, 4 mois d'absence, il fallait vous livrer. Donc je me suis offert une petite récréation, il fallait vous offrir une petite sucrerie et y mettre les formes. Voilà, essayez peut-être de faire un épisode de la vérif un peu plus long. Certains ou certaines me diront... Ouais, ben t'as tendance à les faire un peu plus longs ces temps-ci. C'est vrai, c'est pas faux. Comme vous le savez, entre chaque épisode long, parce que c'est le rythme que j'ai posé, il y a 2 vérifs. Donc je reprendrai les Michael Mann en 2023, je m'offre une autre récréation, et je vais m'attaquer à quelque chose que j'avais pas récupéré pour des raisons de pognon. Et là c'est ressorti, et je me suis fait un petit cadeau de Noël, qui est l'édition ESC Distribution de Los Angeles 2013, histoire d'accrocher un nouveau Carpenter à la vérif. Parce qu'il y a une playlist sur YouTube, comme ça il se rajoutera au suivant. Hein. J'avais traité Ghost of Mars et Vampire, donc il fait partie de cette même période qui n'est pas la plus mise en avant de John Carpenter. Donc la prochaine vérif sera dédiée à Snake Plissken dans Los Angeles 2013, alias Escape from LA. C'était la 25e vérif de 7ème dimension, et à 7ème dimension, bordel, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision
Jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.